On a les villes européennes, on sait à peu près de quoi on parle, enfin on a des images, on a les villes américaines. Est-ce qu'il existe des villes africaines? Est-ce qu'on arrive à définir? Est-ce que ça fait une entité euh, qui, je dirais, peut être définie ou c'est une vision de l'esprit? C'est Euh, une question difficile, je sais. oui, 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 non, Je non, pose mais les questions bon, auxquelles j'ai il pas y a les une réponse, réponses. il y a une réponse facile à la question difficile qui est, ben, il y a des villes africaines parce qu'il y a des villes en Afrique. Donc ça c'est la réponse extrêmement facile. Ouais, effectivement, il y a des villes en Afrique, donc il y a des villes africaines comme il y a des villes en Europe, donc il y a des villes européennes comme il y a des villes aux États-Unis, donc il y a des villes américaines. Et puis il y a des villes latino-américaines, et puis il y a des villes nord-américaines, etc. Alors il y a des choses intéressantes sur les modèles correspondants. Bon. Je mets de côté, quand on dit américaine, Enfin, états-unienne, j'entendais. à l'Amérique du Nord et pas tant à l'Amérique latine, parce qu'il y a des modèles extrêmement intéressants de villes en Amérique latine aussi, et il faudrait distinguer. Tout ça aussi pour dire que, voilà, je veux dire, c'est des raccourcis un peu grossiers, quoi, que de dire, ben voilà, il y a un paquet de villes américaines, il y a les villes européennes, et puis il y a les villes africaines. Les villes africaines, je veux dire, entre Accra et Bobo Dioulasso, il y a un monde. Enfin, Accra, je dirais Bobo encore, c'est assez actif d'un point de vue économique, mais entre Accra et Ouagadougou, il y a un monde. Il y a un monde. Vous allez à Accra, deux capitales, hein, distantes de peu de kilomètres au final. Euh, donc, je veux dire, les villes africaines, c'est une diversité de situations. Euh, alors, bien sûr, on peut faire des typologies, distinguer les villes qui sont plus dans l'ère anglophone, les villes qui sont plus dans l'ère francophone, avec le rôle des États important et le rôle des institutions dans les villes, je dirais, d'histoire francophone, un dynamisme économique beaucoup plus important dans les villes anglophones. Donc, bon, capitale. Et puis après, il y a capitale et ville secondaire, à l'échelle même d'un pays. Je veux dire, je reprends le Burkina Faso, quel rapport entre Dori et Ouagadougou? Enfin, je veux dire, c'est des dynamiques urbaines extrêmement différentes, etc. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, donc effectivement, il y a une diversité énorme de villes à l'échelle du continent et dire voilà il y a des villes africaines, ça peut paraître un peu forcer les traits. Mais malgré tout, si je voulais identifier des caractéristiques, je dirais ce qui est intéressant dans identifier, si vous voulez, si on considère que les villes sont à la fois le produit de trois groupes d'acteurs. Euh, euh, Marché, privé, institutions publiques, et puis société civile. Et ben, je dirais qu'il y a des échelons différents ou des forces différentes de ces trois groupes d'acteurs dans les trois groupes de villes que vous venez de citer. Savoir, je dirais, le marché prééminent dans les villes américaines, je dirais les institutions prééminentes dans les villes européennes, et je dirais peut-être, et c'est à la fois, je dirais, du descriptif, mais aussi un peu du prescriptif, c'est-à-dire une envie que la société civile soit, je dirais, la caractéristique et le rôle de la société civile dans les villes africaines. On parle aujourd'hui, on entend partout, on lit dans la presse que les villes africaines ont un potentiel incroyable. On fait un peu la comparaison avec ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années avec les Tigers en Asie et tout le développement. Et on colle cette image ou cette idée de potentiel incroyable sur les villes africaines. Alors j'aimerais vous entendre déjà, est-ce que c'est vrai qu'il y a un potentiel? Et si potentiel il y a, à quel niveau ce potentiel se situe? De quoi parle-t-on quand on parle d'énormes potentiels des villes africaines? Alors, pour répondre à cette question, je voudrais à la fois énoncer quelques faits
et puis par rapport à ces faits, revenir sur quelques défis. Parce qu'un potentiel, c'est du plus, du moins, hein, d'une certaine façon. Et donc, je voudrais insister sur un certain nombre de choses qui sont des faits et qui doivent être considérés comme tels et des faits un peu lourds. Et puis, dans ce cadre-là, énoncer quelques défis qui me semblent importants et qui font partie en même temps de ce potentiel à potentialiser, pour dire les choses comme ça. Les faits, c'est, comme vous le savez, que la population urbaine, donc je cite là quelques chiffres qui sont issus du rapport 2014 de ONU Habitat sur l'urbanisation en Afrique. Donc quelques chiffres simplement. La population urbaine en Afrique devrait tripler d'ici 2050. Tripler. C'est des choses fortes. Et atteindre un peu moins d'1,3 milliard d'habitants d'ici 2050. La croissance urbaine en Afrique est 1,5 fois plus rapide que dans le reste du monde. 75% de cette croissance va se situer dans ce qu'on appelle des villes moyennes. Okay. Et un dernier chiffre que je voudrais citer, toujours issu de ce rapport. Hein. Le rapport dit que l'Afrique, le PIB de l'Afrique, qui était de l'ordre de 1600 milliards de dollars en 2008, devrait s'élever à 2600 milliards de dollars en 2020. Et que 60% de ce PIB, est généré par les villes. On a là, je dirais, une sorte de puissance de l'urbanisation qui doit tirer le développement du continent. Mais en contrepartie, on a un certain nombre de défis qui sont aussi des défis à relever si on veut faire en sorte que ce potentiel au sens potentialité, puisse s'exprimer. Le premier, c'est bien entendu le déficit considérable en matière d'infrastructure, donc qui est et qui demeure extrêmement important. C'est cet étalement urbain qu'on connaît, hein, qui est lié au fonctionnement des marchés fonciers en Afrique. C'est aussi, et ça c'est un élément important sur lequel je voudrais revenir ultérieurement, c'est aussi la prévalence des dynamiques informelles. 70% de la ville africaine est une ville qui a été produite de façon informelle. L'informalité, c'est 2/3 des emplois en Afrique. Et donc, cette notion d'informalité doit être considérée pour ce qu'elle est, et j'y reviendrai peut-être un peu ensuite. C'est aussi bien sûr la pauvreté, les inégalités qui se creusent, c'est la violence que l'on sait, c'est, je dirais, la vulnérabilité à un certain nombre de risques naturels. Donc il y a en contrepartie, je dirais, de ces potentialités, un certain nombre de défis qu'il est important de considérer et d'essayer de relever pour faire que ce potentiel s'exprime. On parle en général de reverse innovation, donc ces fameuses innovations qui ont été développées au sud et qui finalement reviennent au nord. Je prends un exemple toujours de la voiture low cost qui était développée pour l'Inde et finalement on peut l'acheter aussi en France, en Suisse et en Italie. Alors ces villes, on a compris, hein, elles ont des caractéristiques à la fois très différentes et des caractéristiques qu'on peut mettre en commun. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les villes africaines pourraient apprendre je ne sais pas, à New York, à Lausanne ou à Aix-en-Provence? Alors, on peut se situer sur plusieurs registres pour débattre de cette question.
on peut faire référence aux apports qui pourraient être culturels, je dirais. On pourrait faire référence à, je dirais, des choses en matière d'innovation technologique, ce que vous venez de faire. Moi, je voudrais me concentrer sur un aspect particulier, qui est l'aspect plutôt sociopolitique, qui est un peu, je veux dire, ce sur quoi j'ai moi-même été amené à travailler, je dirais, en appui aux villes africaines. Il me semble qu'il y a un certain nombre de choses. Donc, si on considère la sphère sociale et la sphère politique, qu'il est intéressant de relever dans les villes africaines et qui pourraient être utiles, valorisables dans les villes dites du Nord. La première, c'est que la faiblesse des ressources financières n'est pas nécessairement une entrave à l'action. On agit, il y a tas de choses qui se passent dans les villes africaines. Dans les villes du Nord, c'est vrai qu'on se dit d'abord, il faut avoir les moyens, et on a les moyens, on met en œuvre un certain nombre de moyens pour agir. Ce que peuvent nous apprendre les villes du Sud et les villes d'Afrique en particulier, c'est de relativiser les problèmes et de relativiser en particulier le problème des contraintes financières à l'action. Ça, c'est une première chose, toute simple. Il me semble qu'il y a une deuxième chose qui est intéressante, c'est la relation entre les acteurs, et notamment entre les acteurs sociaux et les institutions. Et je pense que on gagnerait à voir comment opèrent les relations entre acteurs sociaux et institutions dans les villes africaines pour pouvoir s'en inspirer aussi dans les villes du Nord. Là, je fais référence aux questions de la participation en particulier. Et vous savez, il y a quelques années, donc j'étais au programme Solidarité Habitat, là, dont je vous parlais tout à l'heure. On avait tenté des expériences extrêmement intéressantes. On avait un groupe de travail sur le développement social urbain. Et dans le cadre de ce groupe de travail sur les questions de développement social urbain, on faisait échanger des gens du Sud et puis des gens du Nord. On avait monté un programme où des animateurs sociaux de pays du Sud venaient en France accompagner des dynamiques de développement social de quartier en France. C'était milieu des années 90. Milieu des années 90. Et c'était extrêmement intéressant, c'est-à-dire que les collègues africains, puisqu'on avait fait venir des collègues de Dakar notamment, qui recomposaient les façons d'agir dans les quartiers français. Et donc on a là des techniques, hein, et puis des savoir-faire, et puis, je dirais, une façon de se positionner par rapport aux institutions publiques qui est extrêmement intéressante et qui est extrêmement riche d'expérience. Il y a la question de la participation dans la gestion des espaces. Il y a la question du crédit, hein, qu'on met aussi souvent en avant, ces dynamiques, je dirais, de crédit collectif qui peuvent exister, de mobilisation des ressources qui peuvent exister à l'échelle des quartiers. Je pense que on est dans les pays du Nord, et en France en particulier, dans des contextes extrêmement réglementés, avec techniques, des règlements, des institutions, etc. Et que, pour une part, l'Afrique est intéressante parce qu'elle permet aussi de relativiser le rôle de ces institutions dans la production et la gestion des villes. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que nos modèles sont les bons? Est-ce que finalement ce modèle, cette idée internationale des grandes conférences, est-ce qu'il est soluble, ces modèles solubles, sont-ils solubles dans les villes africaines? Comment est-ce qu'on arrive finalement? D'un côté, on nous dit qu'il faut faire ceci, d'un autre côté, on nous dit qu'il faut prendre en compte la formalité. Comment on fait le tri? Bon, je pense que
les choses évoluent un peu quand même, hein. Et de ce point de vue, je crois que des régions du monde, et je pense en particulier à l'Amérique latine, ont tracé un certain nombre de voies de ce point de vue. Je pense en particulier que, bon, comme je vous le disais, hein, historiquement, on connaît tous ces opérations de déguerpissement des quartiers informels dans les villes africaines, de régularisation a posteriori, c'est-à-dire qu'on laisse faire et puis après on dit bon, ben, on va régulariser, mais on ne va plus rien accepter de nouveau et puis ça recommence, etc. Je pense que le, le, le le premier point clé, c'est la question de la reconnaissance de l'apport de ces dynamiques et de ces filières informelles. Elles ont quand même connu un certain succès en matière, je dirais, d'accès au foncier, d'accès à l'emploi, d'accès aux services. Les gens ont accès, pour une part, à l'emploi, aux services, à la terre, selon des filières informelles. Donc, reconnaissons-le plutôt que soit l'ignorer, soit lutter contre. Je pense que les mentalités évoluent de ce point de vue. À la fois sur la scène internationale, il y a bien sûr l'ensemble je dirais, de la communauté internationale, comme on dit, qui est active de ce point de vue. Il y a aussi les élites politiques hein, dans les pays africains. Je crois qu'il y a un vrai besoin, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, de compréhension de ce qui se passe et de mettre à jour et de démontrer que ces filières informelles ont produit la ville. Et là on revient sur à la fois des questions de discours, des questions de conviction, des questions je dirais, de mobilisation et d'accroissement de la compréhension des acteurs impliqués. Semble que, je parlais tout à l'heure du déficit d'information sur les villes. Il y a aujourd'hui de plus en plus, notamment sur l'initiative de cette ONG internationale qui s'appelle SDI, des initiatives de production, je dirais, de connaissances sur la ville à partir des habitants eux-mêmes, hein, d'autoproduction, je dirais, de données sur leur situation, etc. Je pense que ça, c'est une aussi des modalités qui peut faire avancer à la fois la réflexion et l'action sur ces questions. Parce que, en disposant de l'information, les quartiers, les personnes habitant dans les quartiers peuvent à ce moment-là négocier, avoir des éléments pour débattre, dialoguer avec les autorités locales sur, je dirais, les besoins, les attentes des quartiers en question. Donc je pense que des évolutions se produisent, ça existe, on reconnaît malgré tout de plus en plus ces filières. Il y a encore du travail à faire hein, de ce point de vue, mais on reconnaît les potentialités de la production informelle de la ville. C'est un combat qui demeure et je veux dire, des régulations appropriées doivent être mises en place. Je veux dire, on avait, dans le cadre de notre programme Pays en Ouganda, confié une étude sur justement l'analyse du secteur informel en Ouganda, et les auteurs de cette étude parlaient d'hybridation. Il ne s'agit pas de formaliser l'informel, mais il s'agit d'essayer de voir comment on crée des ponts entre secteur formel et informel pour favoriser le développement économique dans les pays en question. Moi, je crois au pouvoir des collectivités locales et au renforcement du pouvoir des collectivités locales comme étant les gestionnaires de droit, le premier droit des espaces urbains qu'elles ont à administrer. Je crois que c'est un point clé. Alors,
c'est quelque chose, c'est une option politique. Hein. C'est une option politique qui est de dire il est important que sur des espaces urbains, sur des villes, les collectivités locales puissent être les chefs d'orchestre, les maîtres d'ouvrage du développement de l'espace sur lesquels elles ont en principe un pouvoir de gestion. Donc moi je crois au rôle des collectivités locales et au renforcement du rôle des collectivités locales dans la gestion des espaces urbains locaux. Ce qui ne veut pas dire que l'État, bien sûr, et l'État central ne doit pas avoir sa place en matière de régulation, en matière je dirais, d'environnement institutionnel à donner à ces collectivités locales pour qu'elles puissent agir. Quand je parle d'environnement institutionnel, je parle aussi d'environnement financier, etc. Donc, je dirais, il y a un rôle majeur de l'État en tant que régulateur de l'ensemble du système. Mais je crois en un système fondé sur le rôle prééminent des collectivités locales dans la gestion des espaces locaux. Alors après, il faut que les collectivités locales aient les moyens d'organiser la gestion de ces espaces. Et c'est vrai que ces moyens, on parle souvent, et un certain nombre de bailleurs de fonds ont accompagné ce que vous appelez le renforcement des capacités, etc. C'est un point important, mais je pense qu'il faut réfléchir aussi à un niveau organisationnel et institutionnel, et pas simplement au niveau du renforcement des capacités, je dirais des ressources humaines en mesure de gérer les villes. Donc ce que je crois, c'est que il faut avancer dans la réflexion de sorte à pouvoir donner aux collectivités locales le pouvoir institutionnel et le pouvoir financier d'agir. Ça va au-delà. Donc c'est une organisation institutionnelle du pouvoir qui est en jeu ici, avec des appuis absolument nécessaires, non pas simplement au renforcement des capacités des ressources humaines, mais aussi à comment ces collectivités locales sont organisées, qui renvoie à l'organisation, hein, un appui organisationnel à, je dirais, la définition et la mise en œuvre des compétences qu'elles doivent développer. Donc, encore une fois, après, c'est des options politiques. Hein. Moi, je suis véritablement partisan de mettre les collectivités locales au cœur de la gestion des espaces urbains. Vous nous avez dit dans le commentaire de votre parcours, vous avez eu la chance de travailler dans des contextes différents pour des ONG, pour des grands bailleurs finalement, donc aussi dans des institutions extrêmement différentes. Si vous deviez retenir un programme que vous avez trouvé particulièrement innovant ou qui vous tient à cœur? Je retiendrai un programme ou les programmes récents qu'on a été amené à développer dans le cadre de Cities Alliance, et notamment dans le cadre donc, de ces programmes pays dont je vous parlais tout à l'heure, la mise en place à la fois au niveau municipal dans un certain nombre de villes et puis au niveau national de ce qu'on a appelé des forums urbains. Des forums urbains municipaux et des forums urbains nationaux. Comme je vous le disais, pour moi, la ville, c'est un ensemble d'acteurs qui produisent, qui gèrent la ville. Et il me semble qu'ouvrir des espaces où le dialogue et la concertation entre ces acteurs puissent se tenir est un élément clé si on veut produire des villes qui soient des villes efficaces, des villes durables. Enfin, je ne vais pas répéter tous les mots, tous ces mots valises qui sont à l'ordre du jour, résilientes, etc., qui sont à l'ordre du jour international. Pour moi, le dialogue,
la concertation, et je dirais, alors je vais peut-être employer des grands mots, la démocratie, hein, dans la gestion urbaine, c'est-à-dire le fait de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui font la ville, c'est une condition d'efficacité. La démocratie est une condition d'efficacité dans la gestion urbaine. Quels sont les éléments de contexte aujourd'hui qui font qu'on peut être optimiste et que finalement on va se dire, ce potentiel, on arrivera à en faire quelque chose parce que justement ces défis, aujourd'hui on peut les relever alors qu'avant on ne pouvait pas? Il me semble qu'il y a bon, on a été amené à Citizen Alliance ces dernières années à réfléchir à un certain nombre de conditions clés, je dirais, pour essayer de faire en sorte que l'Afrique parvienne à relever ces défis urbains. Et on a identifié 5 défis principaux. Alors je ne sais pas si ce seront des réponses directes aux questions que vous soulevez, mais il nous semble que si l'on veut précisément, je dirais, relever ces défis, il faut s'attacher à un certain nombre de choses. La première chose qui nous semblait extrêmement importante, c'est le fait de mieux comprendre les dynamiques urbaines et pouvoir en rendre compte et pouvoir s'adresser aux différents acteurs qui sont susceptibles d'agir pour relever ces défis avec leurs mots en étant plus convaincants qu'on ne l'est aujourd'hui. C'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que à notre sens, ce qui est important de faire, c'est de parvenir à développer un argumentaire convaincant sur le rôle des villes dans le développement, qu'on n'a pas complètement. Donc, et ce niveau, je dirais, de production, de discours, d'argumentaire qui soit fondé sur des faits, des évidences, etc., c'est encore quelque chose qui manque. Ça, c'est un premier défi. Un deuxième défi qui nous semblait extrêmement important, que l'on a identifié, c'est celui de l'information et des données. On dispose de données extrêmement peu précises et qui restent des données extrêmement globales sur les dynamiques urbaines en Afrique. Du point de vue statistique, j'entends, comprendre les dynamiques à l'œuvre à nouveau. Et on a très très peu de données à l'échelle des villes elles-mêmes. Et pour pouvoir, je dirais, gérer les villes, accompagner leur développement, il faut savoir sur quoi on agit. Et c'est vrai que la production d'informations sur les dynamiques urbaines, mais à l'échelle des villes, non pas, je dirais, à un niveau macro, mais à un niveau local, est quelque chose qui fait extrêmement défaut aujourd'hui en Afrique. On ne sait pas, on ne connaît pas les réalités. Ça, c'était un deuxième défi. C'est-à-dire produire des connaissances qui soient utiles à la gestion urbaine locale. Un troisième défi qu'on avait identifié, c'était, et puis je pense qu'on va y revenir dans la suite de la conversation, c'était la question des pouvoirs locaux. Et de considérer, je dirais, de placer les collectivités locales au cœur de la gestion des dynamiques urbaines dans les pays africains. On va peut-être y revenir. Un quatrième défi, c'est celui de l'informalité. On a répondu à l'informalité historiquement, soit en laissant faire, soit par la politique du bulldozer. C'est-à-dire soit on laisse faire, soit on rase. On ne s'est jamais confronté à la question de l'informalité comme étant, je dirais, une réalité à prendre en compte et à accompagner dans ces dynamiques urbaines. On n'a jamais véritablement réfléchi à comment répondre positivement à l'informalité. Donc ça, c'était un quatrième défi. Et puis un cinquième défi qui nous semblait extrêmement important, donc quand nous avons réfléchi à Citizen Alliance à ces questions, c'est la question de l'élargissement du partenariat des acteurs en appui au développement urbain.
Aujourd'hui, pour revenir sur la question des infrastructures, la Banque africaine de développement s'est dotée d'une stratégie de développement urbain, d'appui au développement urbain depuis d'assez nombreuses années déjà, enfin ça fait déjà quelques années. Cette stratégie a peine à se mettre en œuvre. Il me semble qu'il y a là, je dirais, au niveau des acteurs financiers, que ce soit à l'échelle continentale, la Banque africaine de développement, mais aussi à l'échelle des pays, par la mobilisation des ministères des Finances, des choses importantes à faire en matière de mobilisation de nouveaux acteurs. Donc, des financiers, bien sûr, qui soient en mesure d'accompagner le financement du développement urbain. Et puis, un autre acteur sur lequel je voudrais insister, c'est la recherche, la formation. On a extrêmement peu de capacités africaines de recherche sur les dynamiques urbaines en Afrique. Et ça, il me semble que c'est un point aussi extrêmement important. Donc, je veux dire, la prise en charge de l'appui au développement urbain doit passer par la mobilisation aussi d'un certain nombre d'acteurs qui sont aujourd'hui insuffisamment mobilisés en appui à ces dynamiques.